Vous écoutez le podcast des Mardis de la parentalité, une émission conçue par la CAF Touraine et réalisée par l'Espace Passerelle. Épisode « Être parent avec un enfant en situation de handicap ». Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 40 ans. Bonjour, je m'appelle Élise, j'ai 38 ans. Et nous sommes en couple. Alors, nous avons eu Sacha assez rapidement, au bout de 8 ans de couple. Ça s'est globalement très bien passé. C'était un enfant très agréable. Donc Manon, deuxième grossesse, même chose. Entre-temps, entre Sacha et Manon, on a acheté une maison, on s'est installé, on s'est posé. 3 ans se sont passés. Enfin, on s'est dit 3 ans d'écart entre 2 enfants, c'est pas mal. Donc on a entrepris le projet de faire un deuxième enfant. Une grossesse tout à fait naturelle avec un accouchement qui s'est passé dans des conditions tout à fait normales. Voilà. Et puis au fur et à mesure que Manon grandissait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de petits décalages. Qui au départ étaient un peu petits, qu'on avait tendance à minimiser en se disant c'est normal, tous les enfants n'ont pas le même développement, tous les enfants n'ont pas... Il y a des enfants plus rapides, il y a des enfants plus lents. Sacha était plutôt du côté plus rapide. On s'est dit comme ça c'est bien, ça fait une moyenne. Et puis finalement le plus lent, ça a commencé un petit peu à nous inquiéter, et puis ça a commencé à inquiéter aussi un peu des médecins qu'on a pu rencontrer. Ils nous ont dit peut-être ça serait bien de vous rapprocher d'une pédiatre, peut-être. Et puis par la force des choses, on a fini vraiment par s'inquiéter, et puis voilà, Manon a intégré par la force des choses le CANSP à Tours. Puis là, on est suivi tout un tas de rendez-vous avec des spécialistes divers et variés. Tout un tas d'analyses médicales diverses et variées, plus ou moins intrusives, plus ou moins un peu violentes à vivre, mais nécessaires. Et puis par la force des choses, c'est la génétique qui nous a donné un diagnostic. Voilà, donc on est dans un cadre très très rare d'une anomalie génétique qui aujourd'hui est portée par une 50aine d'enfants a priori dans le monde. Manon, elle a toujours eu des gros problèmes d'alimentation. C'était le problème principal de départ. On a mis un nom. Ils ont appelé ça les troubles de l'oralité assez sévères, un nom qui lui provoquait des vomissements, beaucoup, et puis un rapport à l'alimentation qui a toujours été très complexe. Donc ça, nous, ça a été notre premier signe d'alerte, nous, en tant que parents, qui a mis un petit peu de temps à inquiéter le médecin parce que elle grandissait quand même. Ça a commencé à les inquiéter à partir du moment où elle a eu 6 mois et où du coup, elle, au niveau moteur, ça suivait plus. Elle se tenait pas, de 6 à 12 mois, elle se tenait pas assise, elle se retournait pas, elle jouait peu, et donc ça, du coup, ça a commencé à les inquiéter. Et à 1 an, on a fini par aller voir une pédiatre parce qu'on était chez un médecin traitant. Et c'est la pédiatre qui nous a dit, là, il va falloir mettre en place tout un système de rendez-vous médicaux, aller voir des professionnels compétents parce que on sortait de son cadre de compétences à elle. Nous, le mot handicap, en tout cas, on a mis du temps avant de l'intégrer parce que on ne savait pas si c'était les problèmes d'alimentation eux-mêmes qui induisaient un problème moteur. Parce qu'elle mangeait peu, parce que c'était compliqué, elle vomissait beaucoup, et donc du coup, nous on faisait le lien avec ses capacités motrices, ou si c'était un problème global. Et donc nous on s'est beaucoup accroché à l'idée que en fait c'était des problèmes d'alimentation qu'il faudrait gérer pour qu'ensuite le reste se décante. Et en fait on a compris au fur et à mesure que ce n'était pas le cas, que c'était un problème global, sans forcément réussir à mettre un nom dessus. Elle a également un comportement rigide, donc elle est pénible. Quand elle veut. C'est-à-dire qu'elle elle a un rapport à la consigne qui est assez aléatoire. Quand elle a envie, c'est possible. Quand elle a pas envie, ça reste compliqué. Il faut, on peut pas être dans la confrontation directe avec elle parce qu'on perd. Donc elle a des cycles de sommeil qui sont très perturbés. Et ça, on a mis du temps à l'intégrer également dans le diagnostic. C'est-à-dire que
On a rencontré des professionnels du sommeil, mais comme il n'y avait pas encore de diagnostic qui était posé sur sa maladie, du coup, on nous a fait comprendre que c'était nous qui nous y prenions mal. Et donc, du coup, on nous a donné des méthodes un peu classiques pour les enfants qui ont des soucis de sommeil, mais ça n'a pas fonctionné. En fait, elle s'endort bien le soir, mais par contre, elle a des cycles de sommeil qui sont perturbés. Donc, si elle se réveille pendant la nuit, elle met 2 heures avant de se rendormir. Donc, c'était souvent entre 2 heures et 4 heures du matin. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais le dernier cycle de sommeil de 5 à 7 saute assez régulièrement. Donc, elle est souvent, là ce matin, elle était réveillée à 5h30 et elle s'est pas rendormie. Donc, du coup, il a fallu intégrer le fait d'être fatiguée dans un quotidien qui était déjà pas simple. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est le pire à vivre. C'est vraiment le manque de sommeil sur du très long terme. Voilà. Même si on fait des relais, voilà, on gère une nuit sur 2, on s'organise, mais ce manque de sommeil-là, moi je trouve que c'est le plus difficile à vivre sur la longueur en tout cas. Sacha est un modèle pour elle, c'est-à-dire que dès que Sacha fait un truc et que c'est un peu rigolo, en vrai, enfin voilà, elle s'attache beaucoup plus à un exemple que va donner Sacha plutôt qu'un exemple que Élise ou moi on va donner. Je dis une bêtise, il faudra un exemple en tête là, mais si je veux lui montrer, j'avais un truc avec mon papa quand j'étais petit où il me faisait monter sur ses pieds puis on marchait comme ça, j'avais mes pieds sur les siens et puis on marchait. Quand j'ai voulu l'apprendre à Manon, ça n'a jamais fonctionné parce que j'ai dit tiens mets tes pieds là machin, elle n'a jamais voulu le faire. Quand j'ai appelé Sacha pour le faire avec lui, du coup c'est devenu très très drôle parce que c'est son frère qui le fait et du coup forcément elle a envie de faire comme. Voilà. Et donc là-dessus, il a une carte à jouer, il a saisi assez bien. Voilà, donc ils s'inventent des jeux tous les deux, ils créent des cabanes pour sa sœur. Ils ont un petit délire avec des épées, ils jouent à D'Artagnan. Voilà, donc ils jouent à ça tous les deux. Au départ, on en voulait 3 des enfants, et puis c'est vrai que ça nous a un peu échaudé cette histoire de deuxième, de se dire même si a priori c'est génétique, certes, mais c'est un accident génétique. C'est-à-dire que ça ne vient ni de moi ni d'Élise. C'est malheureusement un jeu de loterie. On ne sait pas quand on fait des enfants, mais en fait, il y a un pourcentage de possibilités pour que ça foire. Et donc, on est dans ce pourcentage-là. Donc, a priori, si on refaisait un enfant demain, fort à parier qu'il n'y ait pas de handicap. Là, pour le coup, ça nous a quand même vaccinés. Oui, puis c'est un terme d'énergie aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de fournir de l'énergie, l'équilibre reste précaire. Avec un 3e enfant, là, ça déborderait sûrement. C'est vrai que nous, depuis le début du parcours, on a rencontré beaucoup de parents qui vivaient un peu les mêmes situations que nous. Souvent avec un simple regard, un simple bonjour, un simple début de conversation, on se comprend. Il y a une forme de jugement plus ou moins bienveillant quand on est au parc, quand on est à la piscine. C'est pas toujours simple d'avoir un enfant en situation de handicap. On attire les regards. Des fois avec beaucoup de bienveillance et puis des fois avec beaucoup d'incompréhension. Manon, elle peut facilement faire des câlins un petit peu à tous les adultes du parc, donc pas toujours envie d'expliquer la situation à tout le monde, donc ça m'arrive régulièrement de faire un sourire un peu forcé un peu aux adultes et puis de sentir qu'il y a une incompréhension, et ça existe pas chez les parents qui vivent la même situation que nous. On sent une connexion particulière. Voilà, il y a pas besoin de se justifier, il y a pas besoin de dire que c'est dur, on le sait. Et du coup, ça crée une chaleur assez unique que je retrouve pas forcément dans la relation que j'ai avec les autres. Enfin, ça a changé toute notre vie, hein, globalement, on va pas se mentir. Le rythme familial aujourd'hui, le rythme de nos activités, le rythme de nos week-ends est totalement différent parce que en fait, on est toujours autour de l'organisation de Manon. Qu'est-ce qu'elle va accepter, pas accepter, comment ça va se passer. Voilà, Manon a des réflexes parfois de vomir.
C'est-à-dire que dans un univers où il y a trop de personnes autour, où il y a trop de lumière, on sait jamais trop ce qui se passe à certains moments, mais en fait, il y a un trop plein d'émotions, il y a quelque chose qui fait que, on sent que ça va partir en vomi, et souvent ça vomit, dans ces cas-là. Donc, on est toujours embêté par, du coup, si ça vomit, qu'est-ce qui se passe? Parce que si elle est vraiment dans un mal-être, ça veut dire qu'on ne peut pas rester. Sauf qu'il y a un grand frère aussi, qui est aussi là, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser, qui a le droit d'avoir tout ça. Donc en fait, maintenant régulièrement, on se fait 2 voitures, on se fait 2 équipes. On va dans un même endroit, mais on n'y va pas avec la même logistique. On double la logistique pour justement pouvoir switcher, se scinder et puis vivre un temps avec le grand pour qu'il puisse profiter lui de son côté et puis aller vivre autre chose avec Manon pour que elle soit bien aussi, quoi. L'objectif c'est pas de la maintenir, de la garder dans une atmosphère qui serait trop pesante pour elle. Moi, je dirais que mon rapport à la parentalité, il est plus humble depuis que j'ai Manon. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'idées préconçues, un petit peu de comment devait être l'éducation, comment faire en sorte que qu'il y ait un équilibre familial. On a été assez proche des pédagogies Montessori, des choses comme ça. Pour le grand, on était assez à fond là-dessus. Et en fait, ça fonctionnait pas avec Manon. Et ça permet aussi d'être moins critique envers les gens qui sont en difficulté, par exemple, de se dire que les choses sont plus complexes. Moi, ça m'a amené une plus grande humilité par rapport à ma propre pratique et puis un jugement différent envers les autres parents. C'est-à-dire que le fait que chacun puisse faire ce qu'il peut, en fait, est très vrai. Et le fait de le vivre et de voir ce jugement dans les yeux des gens quand ma gamine, elle est en crise, que j'arrive pas à la gérer et que il y a 50 parents qui me regardent autour, de se dire c'est pas grave, c'est comme ça, j'assume et d'assumer le fait de pas être en capacité de tout le temps être parfaite. Ça m'a amené ça et j'en suis plutôt contente en vrai. Jusqu'où elle ira sur le champ de l'autonomie, on n'en sait rien aujourd'hui, donc on met un maximum de chances de notre côté, mais tu dis en fait elle aura pas une vie normale. A priori, ce qui se dessine, c'est une vie en institution. Et voilà, mais du coup, elle aura pas d'autonomie, elle aura pas de boulot, elle aura pas de chéri, ou elle aura pas de possibilité de créer une famille, de faire des trucs comme ça. Et putain, je l'ai pris d'une violence. C'était fou. Et puis, en fait, finalement, tu en reviens à ce basique de se dire, mais en fait, avec un peu de recul, si elle est en institution, si elle a des éducs qui sont cool autour d'elle, si on a des gens qui sont souriants, bienveillants, si machin. Elle, Manon, elle a cette chance-là. Elle est souriante. Tant qu'elle garde ce truc-là, et qu'elle a une équipe cohérente autour d'elle et dans une structure qui est bienveillante, en fait, elle aura une vie cool. Et en vrai, peut-être que c'est suffisant. Mais pour en arriver à ça, il a fallu quand même déconstruire en fait tout un tas d'autres trucs. J'ai pris conscience que finalement, le bonheur de mes enfants ne suffisait pas. Il y avait une sorte de paraître. Enfin, je sais pas, il y avait un truc que je mettais en plus finalement inconsciemment. Et donc, c'est devenu un peu détruire ça. Peut-être c'est une bonne chose que c'est venu détruire ça. Faut pas se leurrer. Après, c'est comme ça, quoi qu'il arrive. Oui, il a fallu faire le deuil aussi de la famille un peu classique, même si on n'est pas forcément dans le paraître par rapport aux autres, mais même pour nous, quoi. Et ça a été long, ça a été dur de mettre une croix un peu sur le fait de pouvoir faire des activités normalement, le fait d'avoir une vie paisible, tranquille, le fait de pas courir après les spécialistes. Et ce deuil-là, il a mis plusieurs années avant de se faire et je suis pas sûre qu'il soit encore totalement abouti. Ouais. Valérie Verdier, psychologue et coordinatrice de l'espace Santé Jeune à Tours. Je crois que dans le témoignage, tout a été dit, en fait. J'aimerais bien repartir de la fin, en fait, de la définition, parce que Élise, à la fin, a posé être parent d'enfants en situation de handicap, c'est quoi? Et je trouve que c'est une bonne définition de la parentalité dans un sens global qui s'adapte, en fait, qui devrait, j'ai envie de dire, s'adapter à tous les parents.
quand Élise a dit ça nous a permis de casser les codes dans lesquels on s'était enfermé, je crois qu'il faut suivre les besoins de son enfant, puis se calquer un petit peu sur ça, et puis casser tous les codes qu'on peut s'être fixés, d'avoir un chéri, comme tu dis, d'avoir un métier, etc. Ça, c'est exactement tout ce cheminement-là qu'il faut faire quand on est parent. Et ça revient un petit peu au début. Effectivement, avoir un enfant, d'une façon générale, c'est projeter tout un tas de choses magnifiques sur cet enfant qui va arriver. Avant, pendant la grossesse, on s'imagine tout un tas de trucs. Il sera ça, il aura ça, il fera ça. Enfin bon, tous ces espèces de trucs, de préambules qu'on se met. Et puis arrive l'enfant réel, comme on dit. Et cet enfant réel, il est forcément, quoi qu'il arrive, très très différent de celui qu'on avait imaginé. Élise a employé aussi ce mot de travail de deuil, et il faut en faire du travail de deuil, effectivement, dans cette situation-là. Et c'est vrai que quand on a un enfant porteur en situation de handicap, ce travail de deuil-là, il est un peu plus compliqué, parce que le travail de deuil, il est aussi fait par rapport aux normes, mais aussi par rapport à l'entourage. Ce que l'entourage peut dire de cet enfant qui arrive. Il y en a plein de travail de deuil qu'il va falloir faire, parce que on ne sait pas où on va, en fait, effectivement, et on ne sait pas ce que va devenir l'enfant. Encore plus là dans le cas de maladies rares, on va dire. On n'a pas de modèle en fait sur lequel se positionner. Donc on imagine des choses en permanence qu'il faut réajuster. Et ça, comme les nuits fatigantes, j'ai envie de dire, ça demande, c'est fatigant aussi. Je crois que c'est pas que les nuits qui sont fatigantes, c'est d'une façon générale. Et je crois que là, ça a bien résumé, je trouve, dans le témoignage, les compétences ou les qualités, je sais pas trop, du être parent d'enfants en situation de handicap. C'est j'ai pris de petites notes, persévérance, j'ai envie de dire, de la patience, de l'adaptabilité. Puis je crois que peut-être que le truc le plus important, c'est être créatif en fait. En permanence, c'est-à-dire qu'il faut réinventer les choses. Je crois qu'il faut pas non plus oublier, et c'est peut-être là aussi qu'il y a des choses à travailler, et qu'on a encore beaucoup de travail, je trouve, à faire sur ça, qu'on est un homme, une femme, qu'on doit rester un homme, une femme, et puis un couple aussi, et que pour le coup, c'est vrai que c'est avoir un enfant en situation de handicap, c'est beaucoup de temps, de présence, du temps éducatif, du temps pour le soin, de la gestion du quotidien particulière, donc il demande du temps effectivement, et peut-être que de temps en temps on peut avoir tendance à s'oublier en tant qu'homme, en tant que femme, et puis en tant que couple. Et je crois qu'effectivement, tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui, cette fameuse notion de l'inclusion, elle doit aider en fait à aider en fait sur ce temps, sur la notion du temps en fait et de l'éducatif, à rester une famille avec des caractéristiques particulières, mais j'ai envie de dire, il faudrait qu'on arrive à plus parler de caractéristiques particulières avec des besoins particuliers, et qui nécessitent effectivement d'accepter en fait certaines fois des aides qui peuvent être compliquées à accepter. Catherine Weyrich, gestionnaire conseil à locataires à la CAF Touraine. La CAF soutient les parents d'enfants en situation de handicap de différentes façons. D'abord, sous forme de prestations, il en existe deux. L'AEEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. C'est une aide financière destinée à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d'un enfant de moins de 20 ans. Et l'AJPP, allocation journalière de présence parentale. C'est une aide financière temporaire destinée à compenser une perte de rémunération due à une diminution du temps de travail pour accompagner votre enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Pour en savoir plus sur ces allocations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne sur le caf.fr en précisant le motif handicap. Ensuite, la CAF Touraine finance le pôle ressources handicap 37, porté par l'association Enfance et Pluriel. C'est un dispositif qui favorise l'inclusion des enfants malades ou en situation de handicap. Les professionnels du pôle ressources handicap accueillent les parents, répondent à leurs questionnements, informent sur les aides existantes, proposent des séjours répit, des temps de pause. Pour joindre le pôle ressources handicap, téléphonez au 02 34 37 43 65. Pour retrouver le détail de ces aides et plus encore, je vous invite à visionner l'émission des mardis de la parentalité, Être parent avec un enfant en situation de handicap, sur le site Parents Touraine. Vous venez d'écouter le podcast des mardis de la parentalité,
une émission conçue par la CAF Touraine et réalisée par l'Espace Passerelle.